Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Nourrir, Manger et je suis Bruno Parmentier. Cette vidéo s'intitule L'agriculture, solution au réchauffement climatique. C'est la quatrième d'une série qui essaye de regarder tous ces rapports entre l'agriculture et le réchauffement. Tout d'abord, nous avons vu que l'agriculture était la principale victime du réchauffement climatique, d'une part dans les pays tropicaux, mais même en France et en Europe. Ensuite, nous avons vu que l'agriculture est une des principales causes du réchauffement climatique. Mais cette fois-ci, on va terminer sur une note optimiste. L'agriculture est aussi une vraie solution au réchauffement climatique, en ce sens que c'est pratiquement la seule activité humaine qui peut reprendre le carbone qui est dans l'atmosphère et l'enfoncer dans le sol. Pour mieux cerner la potentialité de l'agriculture et de la végétation mondiale, on va commencer par regarder une petite vidéo faite par le Centre Goddard de la NASA. Elle montre, jour après jour, pendant un an, 365 jours, la concentration de gaz carbonique sur chaque région de la planète. En gros, plus il y a de gaz carbonique, plus la couleur passe au jaune, puis au rouge. On peut observer de façon très graphique que l'industrialisation en Amérique du Nord et en Chine produit des effets extrêmement délétères. La pollution est absolument massive et avec l'importance des courants dominants, elle se répand sur tout l'hémisphère nord. Alors il s'accumule et quand on arrive au mois de mars, avril et mai, alors là on est au maximum parce que la végétation n'a pas encore fait son travail, la planète est extrêmement polluée et le réchauffement climatique est à son maximum. Et puis, à partir du mois de juin, il y a une espèce de miracle. La végétation se développe dans l'hémisphère nord et commence à capter sérieusement le carbone de l'atmosphère, ce qui fait décroître relativement rapidement toute cette concentration de gaz carbonique. Certes, les usines continuent de polluer, mais la nature, à ce moment-là, est la plus forte. À la fin de l'été, au mois d'août et septembre, on est revenu à des taux à peu près acceptables. Merci les plantes, merci les arbres. L'humanité peut à nouveau respirer un peu mieux, malgré les incendies de forêt qui se poursuivent imperturbablement. Et puis malheureusement, la nature se met en repos dans l'hémisphère nord. Les usines redéploient d'efforts, en plus la population commence à se chauffer parce qu'il fait froid, et à partir des mois d'octobre et novembre, la situation devint à nouveau dramatique, et comme chaque année, notre planète s'asphyxie littéralement à Noël. Arrêtons-nous juste un instant sur cette comparaison particulièrement éloquente entre le 25 août et le 25 décembre. Merci à la végétation. Notons aussi que la concentration beaucoup plus forte de la population et de l'industrie dans l'hémisphère nord rend cette région du monde beaucoup plus délétère que le sud de la planète. Mais ce qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est que la nature est capable de vaincre la pollution issue des usines, des incendies et des appareils de chauffage. Alors, avant de définir une stratégie, il est quand même important de savoir de quoi on parle en matière de stock de carbone. Quelles sont les véritables masses qui sont en jeu? Alors là, je vous invite à voir le site très pédagogique Manicor qui présente des illustrations montrant un petit peu les différentes masses de carbone. Alors tout ça étant milliards de tonnes d'équivalent carbone. Bon, c'est une unité qui en vaut une autre, qui est un peu incompréhensible pour le commun des mortels, mais enfin ça permet de comparer. Et évidemment, dedans, on intègre la totalité des gaz à effet de serre, pas seulement le gaz carbonique, mais aussi le méthane, le protoxyde d'azote, etc. Les flèches et les chiffres noirs représentent des stocks, les flèches et les chiffres rouges représentent des flux. Le carbone atmosphérique n'est pas du tout un mal en soi. C'est lui qui rend notre planète vivable, en fait. C'est la quantité qui compte. Songeons par exemple sur la planète Mars, qui est dans le même système solaire. Il n'y a plus d'atmosphère, mais il fait moins 50.
En revanche, sur Vénus, où les Vénusiennes ont probablement un peu abusé du gaz à effet de serre, il fait plus 420. Donc, sur la Terre, en moyenne, il fait 15. Et bien, ce caractère tempéré de la planète, qui la rend vivable, elle n'est pas à moins 50 ni à plus 420, elle vient des 600 milliards de tonnes d'équivalent pétrole qui sont en permanence dans l'atmosphère. Tous nos problèmes dus au réchauffement climatique viennent du fait que, depuis le début de l'ère industrielle, on en a rajouté massivement. Il y en avait 600, on en a rajouté 165. Alors ça paraît pas énorme, mais les 165 milliards de tonnes supplémentaires de gaz à effet de serre dans l'atmosphère sont ceux qui nous empêchent littéralement de vivre. Alors il faut se rendre compte que le carbone qui est dans l'atmosphère, c'est une toute petite partie du carbone de notre planète. En fait, la très grande majorité du carbone de notre planète, il est dans ou sous la mer. Dans des tonnages, mais sans commune mesure. Il y a 50 fois plus de carbone dans et sous la mer que dans l'atmosphère. Alors ensuite, il y a le stock des combustibles fossiles. Il valait à peu près 3700 milliards de tonnes en 1750 avant qu'on commence l'industrie. Ah ben là, on y était. On a brûlé du charbon, on a brûlé du gaz, on a brûlé du pétrole. Une bonne partie de ce qui est venu dans l'atmosphère, ça vient de ces combustibles fossiles. Alors c'est vrai, il y a quelques années, on s'était dit le problème va se régler lui-même puisqu'on arrive au bout. Il y aura bientôt plus de pétrole, puis ensuite plus de gaz, puis ensuite plus de charbon. Grave erreur. C'était sous-estimer, en fait, les responsabilités de l'homme. Moi, personnellement, pareil, je n'avais pas vu venir ce carbone gigantesque issu des schistes bitumineux. Alors, il y a des pays qui n'en veulent pas, mais il y a des pays qui ont exploité à outrance. Et songez maintenant que les États-Unis peuvent complètement changer leur politique internationale parce qu'ils sont maintenant exportateurs nets d'énergie et non plus importateurs. Donc, malheureusement, si on veut continuer à réchauffer la planète, il y a encore beaucoup de stocks de combustibles fossiles à brûler. Alors, une fois qu'on a pris la mer, les mines et le ciel, il reste la terre. Et là, on découvre qu'il y a beaucoup de carbone sur la Terre. Quand je dis sur la Terre, c'est de moins 5 mètres, allez, la Terre arable, à plus 20-25 mètres, les arbres qui sont au-dessus. Donc sur 25-30 mètres de hauteur, il y a une très grande quantité de carbone. Vous savez qu'il y a à peu près 3000 milliards d'arbres, hein, mine de rien. Bon, il y a 4 fois plus de carbone dans nos sols que dans l'atmosphère. Ça fait réfléchir. Et on s'aperçoit que, donc sur Terre, il y a 2300 milliards de tonnes. Là-haut, c'est 165 milliards. On peut peut-être en récupérer un peu pour mettre dans et sur nos sols. Parce que finalement, les 165 milliards de tonnes qui nous embêtent, ça n'est jamais que 0,5% du carbone de la planète. Est-ce qu'on ne pourrait pas, par hasard, en récupérer un petit peu pour arrêter de se réchauffer? Alors, je vais faire un détour rapide pour montrer que les solutions scientistes qui pourraient nous dire, ben ça y est, on a réglé le problème, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est compliqué. Alors, la première idée, c'est dire, ben on va capter le carbone à la source. Ben, par exemple, dans les cheminées des centrales électriques à charbon, dans les usines de purification du gaz naturel. Alors déjà, observons que on ne va capter ainsi qu'une partie. On ne va jamais capter le gaz carbonique issu des voitures, issu des avions, issu des tracteurs, issu des motos ou issu du chauffage individuel. Donc, ça ne concerne qu'une petite partie. Et le problème, c'est si on récupère ce carbone, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, on a trouvé plusieurs idées. Allez, si on le réinjectait dans les roches perméables, profondes, ben, par exemple dans les anciens gisements de pétrole ou dans les anciennes mines de charbon. C'est pas si facile. C'est pas très stable. Et comment se garantir contre une remontée massive de ce gaz carbonique stocké via des puits mal étanchéifiés ou via des aquifères? Alors, l'autre idée, c'est qu'il y en a beaucoup dans la mer, il n'y a qu'à en remettre dans la mer.
On peut le stocker sous forme de neige carbonique dans les grands fonds océaniques. La technologie reste provisoire et incertaine, très menaçante pour la biodiversité marine et pour l'acidité des océans. Sans compter que si on manœuvre mal et que ces plaques se détachent et remontent, elles s'enflammeraient spontanément en arrivant au-dessus de la mer, et on aurait la mer qui flamberait pendant des années et des années. Ce serait une véritable catastrophe. Alors une troisième solution, ça consiste à dire on va les inerter sous forme de carbonates minéraux reconstitués. Une fois qu'on a retiré l'oxygène, purement du carbone. Bon, une solution qui paraît très simple, qui copie la nature, mais nous ne sommes pas capables de faire massivement ce que fait la photosynthèse. C'est très coûteux en énergie. Bref, ce n'est pas pour demain. Alors, la deuxième idée, c'est de faire en sorte que la mer stocke beaucoup plus de carbone. Oui, enfin, c'est pas simple. On s'aperçoit que c'est compliqué. Parce que le phénomène naturel existe. Le plancton, les coraux, les poissons absorbent du gaz carbonique. Et puis leurs déchets et cadavres tombent en pluie continue, appelée neige marine, sur les fonds marins. Ce qui n'est pas consommé par les organismes plus profonds forme des roches sédimentaires, ce qui fixe le carbone pour des millions d'années. Alors, compte tenu des immenses surfaces concernées, ça peut faire beaucoup. Si on met du fer, particules de fer dans la mer, ça va accélérer ce processus. Oui, mais ça va acidifier les océans, etc. On s'aperçoit qu'on connaît très très mal ce milieu, c'est très compliqué, c'est pas du tout sûr qu'on y arrive. Et comme c'est dangereux, finalement, en 2008, l'Organisation maritime internationale et la Convention de Londres sur la prévention de la pollution de la mer ont estimé que ces activités de fertilisation de la mer devaient être interdites, sauf quelques expérimentations scientifiques. Donc alors si on dit on n'est pas prêt de remettre le carbone dans la mer, qu'est-ce qui reste? Le remettre dans la terre. C'est bien l'objet de cette vidéo. Alors si on revoit de nouveau ce schéma, on s'aperçoit que ce qu'on continue à émettre, parce qu'on n'arrive pas, on est un peu shooté, on n'y arrive pas à s'arrêter, malheureusement, malgré toutes les conférences internationales, c'est entre 6 et 9 gigatonnes. Si on comparait ça aux 2300 qui sont dans la Terre, ce carbone qu'on émet, qu'on n'arrive pas à diminuer, c'est jamais que 4 pour 1000 de ce qu'il y a dans nos champs. 0,4%, c'est pas beaucoup. Si on demandait ce service aux agriculteurs, vous pouvez pas nous stocker un peu plus de carbone dans vos champs, ça nous arrangerait, nous, ça éviterait de réchauffer la planète, et puis, si c'est même encore un peu plus, vous pourriez peut-être refroidir la planète, ce serait sympa de votre part. Et il y a eu un mouvement, depuis la conférence de Paris, qui s'appelle le 4 pour 1000. Alors, il y a énormément de solutions possibles pour ça. Elles sont plus ou moins faciles à mettre en œuvre, plus ou moins efficaces, et d'une manière ou d'une autre, elles remettent en question beaucoup de certitudes en matière d'agronomie. On va essayer de voir quelles sont les plus évidentes, si j'ose dire, les plus faisables. Ça ne veut pas dire qu'on va les faire, mais enfin, celles qu'on pourrait faire si on voulait vraiment refroidir la planète. Alors, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, il faut déjà commencer par arrêter d'arracher les arbres. Arrêter de faire flamber les arbres. Mais la déforestation, elle est absolument gigantesque. Elle concerne toute la planète. L'Amazonie, on en parle beaucoup, mais enfin l'Afrique tropicale, c'est pas quasiment pire. La Sibérie, l'Asie, la Californie, l'Australie, enfin pratiquement partout. Il faut se rendre compte que on déforeste 12 à 18 millions d'hectares par an, ce qui représente approximativement 10 milliards d'arbres arrachés ou brûlés chaque année. Alors, le plus simple, c'est arrêter le massacre. Arrêtons le massacre par pic. Par exemple, l'Indonésie, qui abritait une des biodiversités les plus riches au monde, elle a déjà perdu un quart de sa forêt tropicale en l'espace de 50 ans. L'Inde et la Chine, qui sont très consommatrices de bois, vont chercher du bois là-bas. Ils l'importent, de Malaisie, d'Indonésie, de Papouasie, de Birmanie. Une part non négligeable de ce bois d'ailleurs revient en Europe sous forme de meubles, et puis, pas vu, pas pris. Mais en attendant, il y aura bientôt plus d'arbres du tout dans le sud-est asiatique.
Au global, la forêt représentait, il y a quelques dizaines d'années, la moitié de la surface des terres immergées. Aujourd'hui, on est tombé à 27%, un peu moins de 4 milliards d'hectares, 40 millions de kilomètres carrés. Bon, en France, c'est un peu mieux. On n'est pas à 27, on est à 31% de la surface. Et contrairement à ce qui se passe dans le reste du monde, la France augmente sa surface de forêt. Mais il faut se rendre compte que quand on regarde un arbre ou une plante ou une prairie, on ne voit au-dessus qu'une partie de la totalité. Les racines qui sont invisibles, c'est 10 à 20% de la masse d'un arbre, 10 à 50% de la masse d'une plante cultivée et 50 à 80% d'une prairie. Donc c'est beaucoup plus que ce qu'on voit. Mais en plus, il y a les feuilles qui tombent à l'automne. Il y a les tiges, les pailles des céréales qu'on remet. Et puis c'est pas tout. Sur les racines se greffent des champignons, notamment des champignons mycorhiziens, qui peuvent représenter eux-mêmes 30% du poids des racines. Ce qui fait que même si on coupe l'arbre pour l'utiliser, pour faire des meubles, de la construction, voire même pour les brûler, toute cette masse souterraine reste, et ça c'est du carbone. Elle est digérée par les micro-organismes et elle recharge en permanence les sols en carbone. Alors au final, parlons chiffres. Un arbre, combien peut-il stocker de carbone? Alors en gros, la moitié de la masse d'un arbre c'est de l'eau, et le carbone représente la moitié du reste, de la masse solide. Donc le carbone c'est à peu près un quart de la masse d'un arbre. Un arbre d'une tonne a stocké à peu près 240 kg de carbone, ce qui représente 870 kg de gaz carbonique. Si cet arbre a 20 ans, ça veut dire qu'il a absorbé, mine de rien, 43 kg de gaz carbonique chaque année. Alors évidemment, il y a des arbres plus massifs que les autres, ça, tout le monde le sait. Un peuplier, c'est relativement léger, ça pèse 400 kg par mètre cube. Alors que le charme, le buis ou l'olivier atteignent 1 tonne par mètre cube. Tout le monde sait qu'ils sont beaucoup plus lourds. Il y a même le bois d'ébène, vous savez, celui qui flotte pas. Lui, il pèse 1 tonne 4 par mètre cube. Enfin, tout ça, ça revient à peu près au même, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, les arbres légers plus vite que les arbres lourds. Donc finalement, tout ça, c'est à peu près du même type, 40 à 50 kg de gaz carbonique par an. On se souvient que les Français émettent l'équivalent chacun de 12 tonnes de gaz carbonique par an actuellement. Alors, il faut vraiment impérativement diminuer. Enfin, vous savez, il y a cette idée folle de la compensation. Par exemple, il y a des gens qui disent « Vous prenez l'avion, c'est très mal pour la planète, mais alors dans ce cas-là, compensez. Vous allez planter des arbres chaque fois que vous prenez l'avion. » Alors voyons, si un arbre stocke à peu près 40 kg de gaz carbonique par an et qu'un Français émet 12 tonnes, ça veut dire qu'il faut 300 arbres par Français pour compenser. Pour représenter dans la tête ce que ça veut dire 300 arbres, allez, je vous montre une œuvre d'art. Il y a un artiste qui a planté 300 arbres, provisoirement, dans un stade. Voilà ce qu'il faudrait que plante chaque Français chaque année s'il veut continuer à se shooter à 12 tonnes de gaz carbonique. Alors évidemment, c'est impossible. C'est impossible, mais c'est pas une raison pour ne pas commencer quand même. Il faut à la fois diminuer le gaz carbonique et le fixer. Rappelons-nous que il faudrait un arbre par jour et par Français. Et en fait, on plante en France environ 80 millions d'arbres par an. C'est-à-dire qu'en gros, on plante un arbre par an et par Français. Et si on voulait compenser tout le gaz carbonique, il faudrait planter un arbre par jour et par Français. Voilà, c'est un peu démoralisant. Mais enfin, on peut quand même faire des choses. Parce qu'il y a les arbres en plus, et puis il y a les arbres existants. Les forêts françaises compensent quand même une partie de nos émissions à effet de serre. Elles absorbent au total environ 70 millions de tonnes, soit à peu près 13% de notre pollution. Bon, on peut peut-être augmenter. 13%, c'est moins bien que 14, c'est moins bien que 15, et c'est moins bien que 17. À l'échelle mondiale, le défi est encore plus important. Alors, on estime qu'il reste sur Terre 3 000 milliards d'arbres. Quand même, 3 000 milliards d'arbres, 400 par habitant. Mais, pour atténuer vraiment le réchauffement climatique, on estime aussi qu'il faudra rajouter 1 000 milliards. C'est de 3 000 à 4 000.
Autrement dit, il faudrait replanter 130 arbres supplémentaires pour chaque être humain. Ça représente une surface colossale, hein. 900 millions d'hectares, l'équivalent de 14 fois la superficie de la France ou de la totalité de la superficie des États-Unis. Ça a l'air fou. Ça a l'air fou. Mais ça n'est pas si fou que ça. Le potentiel est là. Il y a un potentiel gigantesque de reforestation. Regardez cette carte. Partout où vous voyez du vert, c'est qu'il y a un potentiel de reforestation. Et il y a 6 pays qui eux-mêmes totalisent, allez, la moitié du potentiel de reforestation à eux tout seuls. La Russie, les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Brésil et la Chine. Donc, il y a des possibilités. Le problème, c'est que, en général, les arbres qu'on arrache ou qu'on fait brûler, c'est des grands arbres de forêt tropicale. Et les arbres qu'on plante, c'est des petits arbres chétifs pour arrêter le désert. Alors, c'est bien, mais ça n'est pas sûr que l'on compense. Alors, bon, il y a quand même des pays qui s'y sont mis, hein. L'Éthiopie a dit, allez, je vais planter 4 milliards d'arbres en 2019. Le Pakistan a dit, j'en ai planté 1 milliard cette année, et je voudrais en planter 10 milliards. Ça a l'air fou, hein. On a l'impression que c'est des chiffres inimaginables. Mais si, mais bien sûr que si, c'est possible. Alors, la Chine, elle est extrêmement concernée. Bah, tout d'un coup, elle a dit, je vis relativement en paix, j'ai une très grande armée. Allez hop, c'est parti. Allez, on va utiliser 60 000 soldats cet automne pour contenir l'avancée du désert de Gobi. Et ils veulent planter une forêt artificielle longue de 4500 km, la Grande Muraille Verte, hein, pour essayer d'empêcher le désert de Gobi d'avancer jusqu'à Pékin. Bon, c'est un projet similaire à celui qu'il y avait eu dans le temps pour le Sahel, pour contenir l'avancée du Sahara. Bon, ça n'a jamais marché pour le Sahel, mais ça peut marcher en Chine. Mais ceci dit, c'est pas sûr que tous ces arbres qui sont plantés vont rester, vont pousser. Au début, ils sont chétifs. Et on les plante justement dans des zones arides. On voit ici une plantation chinoise. Bon, alors c'est probablement utile pour contenir le désert du Gobi. Mettons-nous en prière pour que ça fasse à terme une vraie forêt tropicale qui capte du carbone. D'abord, ces chiffres sont des ordres de grandeur, parce que bon, c'est très compliqué d'avoir des chiffres globaux au niveau mondial. Et puis, malheureusement, il a été prouvé que les forêts plantées, ça capte moins de gaz carbonique que les forêts naturelles. Ah oui, parce que les forêts naturelles, la forêt vierge et tout, c'est tout un ensemble. Il y a des arbres, il y a toute une végétation en dessous, etc. Bon, quand on plante des forêts monomaniaques, une seule espèce, une seule variété, etc., ça capte quand même moins. Alors c'est utile peut-être du point de vue économique parce qu'on veut utiliser le bois. Enfin, grosso modo, on se dit, allez, une forêt plantée, c'est à peu près 10% de moins quand même de captation que la forêt naturelle. Alors prenons un exemple qui est particulièrement d'actualité actuellement sur Terre. Un peu partout sur la planète, on abat, on coupe, on brûle la forêt vierge pour faire des plantations de palmiers à l'huile. Et les gens disent, mais on plante des arbres. Tout va bien pour la planète. Oui, enfin, c'est de l'escroquerie intellectuelle. Mais d'abord, on coupe des grands arbres pour en mettre des petits. Et donc, le palmier à huile n'est bon pour le réchauffement de la planète que s'il est planté sur une terre dégradée où il y avait vaguement de l'herbe, mais où il n'y avait pas d'arbres. Tout le monde peut comprendre que couper des grands arbres pour en mettre des petits, c'est pas bon. Surtout si au lieu de les couper, on les brûle. Greenpeace, par exemple, a estimé que les plantations de palmiers à huile dans la seule Indonésie, ça a contribué à relâcher dans l'atmosphère 558 millions de tonnes de gaz carbonique. Alors, on a fait beaucoup en Asie, et maintenant la menace se déplace vers l'Afrique, en particulier dans le bassin du Congo. Bon, dans le bassin du Congo, on estime que les palmiers à l'huile stockent environ 39 tonnes de gaz carbonique par hectare, alors que la forêt tropicale qu'il y avait avant en stockait 159. 4 fois plus. Donc, mettons-nous dans la tête que le palmier à l'huile n'est absolument pas une solution contre le réchauffement de la planète. La forêt vierge est bien meilleure. Alors, les arbres ne poussent pas que dans les forêts, bien sûr.
Par exemple, on peut en planter en ville. Hein. Mais c'est très bon de planter des arbres en ville. Ils rafraîchissent l'atmosphère, ils humanisent les environnements trop bétonnés. C'est bon pour tout le monde. Mais il n'y a pas que la bagnole en ville. C'est bien de mettre des arbres aussi. Mais évidemment, c'est d'abord à la campagne qu'on peut faire du chiffre et planter des millions d'arbres, puisqu'il s'agit d'en planter des millions, des centaines de millions et à terme des milliards. Alors il faut se rendre compte que la mise en place de l'agriculture dite moderne a représenté une véritable hécatombe pour les haies, les arbres et les vergers. Regardez, au début du XXe siècle en France, on estime qu'il y avait 2 millions de kilomètres de haies. Aujourd'hui, après tout ce remembrement, etc., on a arraché les 2/3 des haies, il n'y a plus que 600 000 km. On est passé de 2 millions à 600 000 km. Vous savez combien d'arbres ça représente? 350 millions d'arbres de moins en France. C'est pas rien. Mais c'est pareil pour les vergers et les arbres épars. Hein, il y avait 1 million d'hectares, ça a été divisé par 3. Autrement dit, l'agriculture moderne en France, c'est des centaines de millions d'arbres en moins. Il n'y a pas que les forêts dans la vie. Hein. Alors évidemment, il faut entreprendre en urgence le mouvement inverse et admettre qu'on s'est trompé. Vous savez, on s'est trompé en ville comme à la campagne. Hein. Regardez en ville, après la guerre, on a dit « le tramway, qu'est-ce que c'est ringard? Allez, retirez-moi tous ces rails, il faut que la voiture s'exprime. » Bon, et maintenant on s'endette pour des décennies pour en remettre. Ben, c'est pareil à la campagne. On a dit « qu'est-ce que c'est que ces haies? Arrachez-moi ces haies, il faut que le tracteur s'exprime. » Bon, et ben de même qu'on remet des tramways en ville, il va falloir remettre des arbres à la campagne. Il va falloir se retirer cette idée folle de la tête que l'arbre serait un ennemi de l'agriculture. Mais l'arbre n'est absolument pas un ennemi ni de l'agriculture ni de l'agriculteur. Mais on cultive beaucoup mieux quand il y a des arbres que quand il n'y en a pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette folie qui nous a pris que quand on va de Paris à Reims, il n'y a plus un seul arbre? Mais l'arbre, c'est davantage de rendement, des ressources diversifiées pour l'agriculteur, il restaure la fertilité des sols, il garantit la qualité et la quantité de l'eau, il régule les températures, il atténue le vent, il favorise la biodiversité, il accueille des animaux auxiliaires de culture, il exploite les ressources profondes du sol, il permet de diminuer les pesticides et les engrais. Ben, tout ça, ça a un nom, l'agroforesterie. Ces techniques sont particulièrement indiquées dans les zones tropicales, et notamment les zones tropicales humides, où la force du soleil, la force de la photosynthèse est à son maximum. Donc, les nouvelles pratiques culturales, ça consiste à mélanger dans le même champ plusieurs étages de plantes. Alors, au début, on est un peu interloqué en disant « qu'est-ce que c'est que ce désordre ?» Et puis sûrement, qui trop embrasse mal étreint. Il faut te décider, qu'est-ce que tu veux produire? En fait, ces techniques sont beaucoup plus productives que les anciennes. Parce que chaque plante aide l'autre à pousser en la stimulant et en la protégeant, et on maximise au passage la fonction de fixation du carbone. Alors, cette cohabitation douce et productive, elle commence par des plantes couvrantes, ras du sol. Genre la patate douce, le piment, le manioc, le taro. Une fois qu'on a couvert le sol, on plante dedans un deuxième étage, des plantes qui font 1 à 2 mètres. Allez, le maïs, le manioc, le haricot, l'iguame, etc. Mais c'est pas fini. Ensuite, on fait un 3e étage qui fait 2 à 5 mètres de haut. Le bananier, le papayer, le cacaotier, le caféier, etc. Et c'est pas fini encore. Ensuite, on plante des grands arbres qui font de l'arbre autour. Et il y a plus de patates douces, de maïs, de papayer et globalement, plus de qualité de vie, plus de qualité de récolte quand on les met ensemble que quand on les met séparés. Il est donc parfaitement légitime d'inciter tous les agriculteurs et tous les éleveurs du monde, du nord comme du sud, de l'est comme de l'ouest, à replanter massivement des arbres, ne serait-ce qu'en leur rémunérant pour ce service absolument extraordinaire, fixer le carbone de l'atmosphère et refroidir la planète. J'espère qu'un jour, tous les agriculteurs du monde seront rémunérés 2 fois, une fois pour nous nourrir, une fois pour refroidir la planète. Avouez que c'est quand même 2 services extrêmement importants. Mais attention, hein, il ne s'agit pas de faire petit bras.
Je parle bien de centaines de millions d'arbres rien qu'en France et de milliards, de dizaines de milliards d'arbres dans le monde. Mais des centaines de millions d'arbres en France, c'est à peine ce qu'on a perdu à cause du remembrement. Donc il faut y aller. C'est sérieux. Et là, on va en venir à toucher au symbole même de l'agriculture. Alors, depuis des millénaires, l'agriculteur laboure. Ah, le labour, c'est vraiment le travail du sol, c'est vraiment le summum. D'ailleurs, regardez, c'est leur petit nom. On les appelle les laboureurs. Alors maintenant, à bien y réfléchir, c'est une véritable hérésie, ce labour, en termes de bilan énergétique. Regardez par exemple, dans le bassin parisien, on récolte le blé, allez, mettons le 10 juillet. Le 10 juillet? Mais c'est le début de l'été. C'est à peine quand le soleil commence à pousser. Et l'agriculteur dit non, mais quand il y a beaucoup de soleil, moi je ne fais pas d'agriculture. Ça ne m'intéresse pas. Ah non, je ne fais de l'agriculture qu'au printemps, quand il y a un petit peu de soleil, mais quand il y en a beaucoup, non. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette folie? On a un énorme problème d'énergie, on a un énorme problème de réchauffement de la planète. Tout rayon du soleil qui arrive sur la Terre doit fixer du carbone 365 jours par an. La couleur marron devrait être interdite dans ce pays. Il faut couvrir le sol en permanence. Il faut dire que le labour, apparemment, c'est une panacée, mais c'est très fou. Il détruit la vie du sol, qui est pourtant essentielle à l'agriculture, détruit les bactéries, les champignons, les vers de terre, les carottes, etc. Il favorise l'érosion et le tassement des sols, le ruissellement des eaux. Quand on creuse une tranchée dans un champ, on voit bien ce qu'on appelle la semelle de labour. Dure et absente de toute biodiversité sur les premiers 50 cm. La vie commence en dessous. Mais les plantes, ils ont du mal à traverser pour y arriver. Et puis, alors le labour, sa raison d'être principale, c'est éliminer les mauvaises herbes, les adventices. Attendez, c'est un service qui rend très, très imparfaitement. Parce qu'il se trouve que ces graines d'adventices sont très coriaces. Elles peuvent durer 5 à 7 ans, impunément, enfermées dans le sol. Et comme le labour, c'est une histoire de droguer, quand on commence, c'est tous les ans, eh bien, ce qu'on enfonce dans l'ADN ressort l'ADN plus 1, immanquablement, et en excellente forme. Donc c'est une manière très primitive, finalement, de passer une alliance avec la nature que de la violer en permanence. Il faut capter un maximum de carbone atmosphérique, éventuellement d'azote, pendant l'été, lorsqu'il y a un maximum de rayonnement solaire. Il faut faire au moins 2 récoltes par an, une récolte d'engrais et une récolte de nourriture. On voit par exemple ici, tiens, un semis direct dans les plantes de couverture. Ça, ces plantes, elles ont été semées au cul de la moissonneuse-batteuse. C'est le rayonnement solaire de l'été. Et on le transforme en engrais en plantant des précieuses céréales dedans. C'est vrai que c'est toute une conception radicalement différente de l'agriculture et toute une conception radicalement différente du rapport avec le carbone de l'atmosphère. Mais de la même manière, on a des vergers, faut les enherber. On a des vignobles, faut les enherber. Heureusement, ces pratiques se répandent de plus en plus. Mais en termes de bilan carbone, c'est pas du tout pareil que la terre nue. On appelle cette agriculture l'agriculture de conservation des sols. Et en fait, on fait d'une pierre deux coups. On maximise l'efficacité de la photosynthèse en captant beaucoup de carbone, mais d'azote, etc. Et on protège aussi la vie des sols, qui nous le rend bien. Plus il y a de vie dans les sols, plus ils vont se nourrir de ce carbone, le digérer et le transformer en dépôt permanent de carbone dans le sol. En fin de compte, un sol très chargé en carbone et en micro-organismes de toutes sortes est beaucoup plus fertile. Mais en plus, attendez, une agriculture sans labour avec des champs couverts pourra abaisser jusqu'à 2 degrés les températures extrêmes des vagues de chaleur. Mais oui, quand on est sans labour, qu'on couvre le sol en permanence, le sol réfléchit beaucoup plus le rayonnement solaire et il réduit ainsi la quantité de chaleur absorbée. Allez, un exemple. Les prairies permanentes, elles accumulent d'énormes quantités de matières organiques sous forme de racines et de micro-organismes. Bon, de manière très stable, sur de longues durées. Elles n'ont pas besoin de faire preuve d'épandage d'engrais ni de labour. Mais dans le monde, depuis 1850, une grande partie de ces prairies ont été converties en champs ou urbanisées.
perdant ainsi de grandes quantités de carbone. Avec ces nouvelles techniques agricoles, on peut donc engager un véritable cercle vertueux. On peut courir 3 lièvres à la fois. On peut nourrir l'humanité. On peut améliorer la fertilité et la biodiversité des sols et on peut refroidir la planète. Elle n'est pas belle, l'agriculture de demain. Elle s'appelle conservation des sols, agroforesterie. Alors notons bien que cette politique volontariste nécessite d'être poursuivie sur une longue période. Car en fait, le stockage de carbone est quand même relativement temporaire et réversible. Tout abandon de cette pratique, on revient au labour, on retire les haies et tout, et c'est reparti. On déstocke du carbone. Donc si on met des politiques d'aide publique à cette activité, il faut qu'elle soit pérenne sur des dizaines d'années, ce n'est pas pendant 1 an ou 2. Au total, c'est par une combinaison de multiples techniques que l'agriculture, au lieu d'émettre beaucoup de carbone, va pouvoir en stocker. Plantation de forêt, plantation de haies évidemment, mais aussi plus généralement agroforesterie, couverture permanente des sols, semis directs, prairies naturelles, enherbement des vergers, enherbement des vignes, etc. Et toutes ces techniques, j'insiste, n'empêchent absolument pas de nourrir nos contemporains. Je rappelle que cette vidéo est la 4e d'une série complète sur la thématique d'agriculture et réchauffement climatique. Les 2 premières d'analyser l'agriculture victime des réchauffements climatiques, ensuite il y en a une, l'agriculture cause des réchauffements climatiques, et je termine sur cette note optimiste, l'agriculture, solution au réchauffement climatique. Merci de votre attention et à bientôt sur de nouvelles aventures dans la chaîne Nourrir, Manger. Au revoir.